Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Zen News. Nous sommes le 18 octobre. Les titres de votre journal. Grogne populaire à Touggourt, plusieurs artères coupées à la circulation. Des dizaines de personnes contestent l'augmentation des factures de l'électricité. Les détails dans ce journal. La grève des syndicats autonomes suivie de 9,23% sur le territoire national selon le ministère du Travail. Les syndicats avancent 70% de participation, une guerre de chiffres que commentera notre invité sur le plateau, Messaoui Mohamed, membre du bureau national de la SNPSP. À Mossoul, les premières images de la bataille contre Daesh nous parviennent. Près de 25 000 hommes entre Peshmerga, miliciens chiites et sunnites, avancent sur la deuxième ville de l'Irak pour la libérer du groupe terroriste. Et avant de développer ces titres, ces manifestations à Touggourt, des dizaines de personnes sont sorties dans les rues et ont fermé plusieurs artères à la circulation pour contester la hausse des factures d'électricité. Les contestataires menacent même d'élargir la gronde sociale à d'autres wilayas du Sud si les autorités n'interviennent pas pour trouver une solution à leurs problèmes. Trouvez-vous normal que nous recevons des factures d'électricité dont le montant s'élève à 50 000, 60 000 dinars? Il est vrai que la Sonalgaz avait prévenu qu'il y aurait une augmentation d'au moins 50%, mais là, regardez, il s'agit d'une augmentation de 100%. Le point sur la situation à Touggourt vous sera fait lors de nos prochaines éditions. Et puis la grève des syndicats autonomes se poursuit pour la deuxième journée consécutive. Éducation, santé et administration publique sont les secteurs concernés. Ils dénoncent la remise en cause de la retraite anticipée par le gouvernement. Même si le suivi est national, il n'a pas dépassé les 9,23% selon le ministère du Travail. Mais un débrayage est prévu le 26 et 27 octobre prochain. Manal Chefai. Poursuite du bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Selon les chiffres avancés par le ministère du Travail, le nombre des grévistes par secteur n'a pas dépassé les 10%, soit 16,63% pour le secteur de l'éducation, 3,79% dans le secteur de la santé. Les paramédicaux avancent pour leur part un chiffre de 5%. Quant au taux de participation dans le secteur des finances et de la Sonalgaz était de 0%. Sur un effectif de 1 227 488, il y a eu 113 459 grévistes. 113 459 grévistes, ce qui nous fait un pourcentage de 9,24%. وهذه الأرقام اللي في حوزتنا هذا الأرقام التي ذكرها الشركاء الاجتماعيين. Pour Mohamed El Ghazi, le projet de suppression de la retraite anticipée est justifié. Ces départs à la retraite auraient d'autres motivations que celui d'arrêter de travailler. Parce qu'on permet à des gens de partir avant l'âge, à 45 ans, à 50 ans, pour aller, et très certainement, je vous m'excuserai de le dire aussi franchement, très certainement ils ne vont pas pour aller se reposer, mais pour aller chercher un autre travail et prendre le poste de quelqu'un d'autre, d'un jeune actif qui arrive sur le marché du travail. Vous qui êtes cotisants, vous êtes en train de payer ceux qui sont partis à 40 ans, 50 ans, vous êtes en train de leur payer leur pension. Les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. La gestion des départs anticipés n'a sans nul doute pas encore fait l'unanimité. Et pour en parler avec nous, nous recevons Messaoui Mohamed, membre du bureau national du syndicat national des praticiens de la santé SNPSP, public, SNPSP. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Messaoui, un communiqué intersyndical annonçait un taux de suivi de 70%. C'est le ministère du Travail annonce seulement 9,23%. C'est clairement la guerre des chiffres. Que commentez-vous? Comment peut-on commenter ceci? Oui, exactement. Bon, mais je dirais avant de commencer, au-delà de cette guerre des déclarations des chiffres, le problème il y est. Il y a un problème, il y a un malaise social qui a généré cette protestation. Maintenant, les pouvoirs publics ou monsieur le ministre du Travail déclare, il donne des chiffres, il est responsable des chiffres qu'il est en train de donner. Nous, on est sur le terrain.
On a mis en place une cellule de crise pour gérer, pour coordonner entre tous les secteurs, les 5 secteurs qui sont actuellement en protestation, le 17 et le 18. La deuxième semaine, ça sera, permettez-moi de vous rectifier, ça sera le 24 et le 25 Le 24 octobre, et le 25. Au lieu du 25 et 26. Elle sera renouvelée, Inch'Allah, la prochaine semaine. Mais au-delà de ces chiffres, nous, on a nos chiffres qui sont réels, qui sont sur le terrain. Et notre grève, elle est visible sur le terrain. Je ne voulais pas dire nuisible, elle est visible sur le terrain. Et cette grève-là nous a été imposée par des décisions qui ont été prises sans concerter les partenaires sociaux, les réels partenaires sociaux qui représentent réellement les fonctionnaires, du moins de la fonction publique. Justement, qu'est-ce que vous contestez exactement dans cette décision? Enfin, la retraite, la mise en cause de la retraite anticipée, ou alors les conditions, etc. Qu'est-ce qui est contestable exactement dans cette décision? Ce qui est contestable, d'abord, c'est de nous avoir mis de côté et d'avoir invité d'autres partenaires qui se disent représenter les fonctionnaires, et que c'est faux. Les fonctionnaires aujourd'hui en Algérie sont représentés par des syndicats qu'on aime appeler syndicats autonomes, soit dans la santé publique, soit dans l'éducation, soit dans l'administration publique. Ça, il y a eu une tripartite à laquelle personne ne nous a conviés, alors que depuis des années, on insiste à ce qu'on fasse partie de cette tripartite. Mais jusque-là, on est exclu de cette tripartite et des décisions qui sont prises à l'encontre des travailleurs algériens et des fonctionnaires. La dernière tripartite du mois de juillet a pris la décision, suite à cette tripartite, la décision de revenir sur des acquis sociaux des travailleurs, qui sont de revenir sur le système de la retraite, sans condition d'âge, ou la retraite anticipée. Justement, il y a des rumeurs selon lesquelles les paramédicaux comptent se retirer de la contestation. Est-ce que cela est vrai? Et dans le cas contraire, comment cela se répercuterait sur... Les informations qu'on a actuellement en notre possession. Les paramédicaux, ils ont déclaré ça à travers leur secrétaire général, le président du syndicat, M. Rachi, hier, qu'ils ont été reçus par le ministre de la Santé et qu'il les aurait tranquillisés en leur disant qu'il y aurait une mise en place d'une commission nationale pour essayer de voir les voies et moyens pour les mettre parmi les métiers à haute pénibilité. Mais les paramédicaux ont fait grève hier et aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, normalement, ils ont tenu leur instance nationale, qui est le Conseil national, pour discuter de ce qui va y arriver à l'avenir. Actuellement, je ne pourrais pas vous donner une réponse claire par rapport à leur future participation ou non. Monsieur Messaoui, je vous propose de regarder ce clip, ce sonore, cette déclaration du ministre du Travail. Mohamed El Razi tire la sonnette d'alarme. Selon lui, le départ en retraite anticipée essouffle la Caisse nationale des assurances sociales. On regarde, ensuite on débriefera. بقينا في الوضعيه نتاع التقاعد المسبق والتقاعد النسبي نمشيو للافلاس تاع الصندوق من 5 سنين 6 سنين. Si la situation par rapport à la retraite anticipée ne change pas, on ira droit à la faillite de la caisse d'ici 5 ou 6 années. On ne pourra plus payer ni les actuels ni les futurs retraités. Nous avons proposé cette nouvelle loi pour protéger la Caisse nationale de la retraite, mais protéger surtout cet acquis du travailleur algérien qui a exercé toute sa vie. خدم طول حياته ودار ريتريتي لاسبير اي بونسيون اونورابل اللي تسمح له باش يكمل اياماته ان شاء الله ربي يطول لهم العمر. Voilà, Monsieur Moussaoui, vous venez de le voir. Pour le gouvernement, cette mesure est inévitable. C'est ce qu'il voudrait faire comprendre à l'opinion publique, je dirais. En ce qui nous concerne, on a eu à organiser fin juillet une conférence débat où on a invité deux éminents spécialistes dans la matière. On a fait des recommandations par rapport à ça. Et c'est tout à fait, je dirais, c'est tout à fait faux, ces déclarations. C'est juste pour la consommation populiste, je dirais. Pourquoi? Cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui serait que la caisse de retraite est en faillite. Les syndicats autonomes que nous sommes n'ont pas eu à gérer cette caisse, n'ont pas imposé une politique de gestion de cette caisse, n'ont pas puisé dans cette caisse. D'accord, le gouvernement algérien a puisé dans cette caisse. Le fonctionnaire que nous sommes ou que nous représentons aujourd'hui,
il paie ses cotisations de facto. On ne nous demande pas notre avis. Il y a une fiche de paye, c'est imposable, on nous retire ça d'emblée et on verse à la caisse de sécurité sociale ou de retraite plutôt. Donc nous, ce qu'on travaille et notre cotisation, elle est payée. Il faut voir les autres raisons qui ont amené cette soi-disant faillite de cette caisse. Qu'on nous dise pourquoi on est arrivé à ça. C'est ça la véritable question. Pas de déclarer aujourd'hui, de faire de grandes déclarations pour faire peur. Voilà, dans 5 ans, à cause de ces syndicats autonomes, ce qu'ils sont en train de demander, on ne pourra plus payer ces retraités. C'est archi faux. D'accord, monsieur Missaoui. Vous avez tout à l'heure parlé des métiers pénibles qui pourraient être exclus de cette décision. Selon vous, comment déterminer un métier pénible? Parce que tous les secteurs revendiquent que leurs travailleurs font un métier pénible. Comment pouvoir déterminer et selon quels critères? Je commencerai par vous dire ceci. J'ai 26 ans, bientôt 27 ans d'exercice. Quand j'ai fait mes études, je suis chirurgien dentiste de formation, quand j'ai fait mes études médicales pour être chirurgien dentiste, à aucun moment je n'aurais pensé que l'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie serait aussi difficile, aussi dangereux qu'il est aujourd'hui. Croyez-moi qu'on est en train, surtout les médecins, je parle surtout des médecins, ils sont en train d'exercer leur métier dans des conditions très difficiles. On est agressé tous les jours et je pense que vous êtes en train de couvrir ces malheureux événements qui se passent tous les jours. Donc, comme vous l'avez si bien dit, tous les secteurs vont dire que mais ça ne va pas régler le problème. Ça va régler le problème à un certain pourcentage. Mais qu'on nous dise, j'insiste, qu'on nous dise quelles sont les véritables raisons qui ont soi-disant ramené cette faillite ou cette future faillite ou probable faillite dans 5 ou 6 ans, comme le déclare Monsieur le ministre du Travail. Merci Monsieur Mohamed Missaoui. Je rappelle que vous êtes membre du Bureau national du syndicat national des praticiens de la santé publique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on passe à un autre sujet tout aussi important, qui est toujours dans le secteur de la santé. Et cette maladie très peu connue, l'ostéoporose. Elle évolue avec le vieillissement et touche fréquemment les femmes après la ménopause, mais aussi les hommes après l'âge de 65 ans. Un reportage de Hadja Djilali. Il faut savoir que 25% des femmes qui ont une fracture du col du fémur post-ménopausique meurent dans l'année. Ménopause et ostéoporose sont-elles liées? Toutes les femmes ménopausées ne développeraient pas systématiquement une ostéoporose. C'est ce qu'affirme le professeur Mourad Delghini, gynécologue obstétricien à l'hôpital de Kouba. L'ostéoporose post-ménopausique constitue une des complications les plus importantes de la ménopause. La ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est l'arrêt complet de fonctionnement des ovaires. Et le corollaire, c'est qu'il n'y a plus d'hormones qui sont fabriquées, particulièrement les œstrogènes, qui sont l'hormone principale chez la femme, c'est l'hormone de la féminité. Donc une fois que la femme est ménopausée, elle ne bénéficie plus de la protection hormonale des œstrogènes, qui est le meilleur garant du capital osseux. La prise en charge d'une maladie chronique telle que l'ostéoporose, à l'instar du diabète ou de l'hypertension artérielle, nécessite une information auprès de cette catégorie de patients. Une information indispensable à un bon dépistage, à une prise en charge adéquate. تجي من المنك دو كالسيوم الواحد اللي ما ياخذش المشتقات تاع الحليب بزاف كيكون صغير ومن بعد ما يكبر شويه يبدا في الربعينات تبدا الانسان توجور يبدا يفشل يبدا يعيا من البرد واحد ما يغطيش روحو مليح واحد ما ياكلش لي برودوي ليتين يلحق ان سيغتان ناج يبدا يمرض ركايبو يبدا يفشلو سورتو بور لا فام. Par quel moyen dépister cette maladie? Écoutons Ahmed Benzaoui, chef du service rhumatologie au CHU d'Oran. Les biphosphonates d'abord et d'autres médicaments qui sont beaucoup plus récents, qui ont une action spécifique sur l'os et qui sont très actifs. Mais là, c'est les rhumatologues qui les manient. Nous voyons les femmes
Au moment de la ménopause, il existe un moyen pour dépister ces sujets, ces malades, grâce à une méthode qu'on appelle l'ostéodensitométrie. C'est des appareils qui permettent d'identifier la minéralité osseuse. Et à partir de là, on peut dire si cette personne présente un risque de développer une ostéoporose ou pas. Il existait d'abord des traitements qui ont permis la prise en charge de l'ostéoporose et actuellement il existe de nouveaux traitements. Là aussi ce sont des biomédicaments. Les os fragilisés sont moins résistants et donc plus vulnérables. Les vertèbres, le col du fémur et le poignet seraient les plus fréquemment atteints, selon professeur Derghini, également président de la Société algérienne de l'étude et de la recherche sur la ménopause. La conséquence, c'est d'avoir un os qui devient de plus en plus fragile et qui va conduire à la fracture de l'os. Alors, les deux fractures principales, c'est la fracture vertébrale et la fracture du col du fémur qui va appeler une sanction chirurgicale qui est souvent très difficile sur un os justement qui est ostéoporotique. Et puis il y a la fracture également du poignet. Le traitement médical à lui seul ne suffirait pas. Tous les spécialistes l'attestent. Une hygiène de vie et particulièrement le sport sont nécessaires à la prévention, voire à l'amélioration de l'état du patient. À l'étranger, les forces irakiennes et kurdes avancent à l'est de Mossoul au premier jour de l'offensive pour reconquérir la deuxième ville du pays. L'armée régulière, les Peshmerga kurdes, des milices chiites et sunnites et des occidentaux sont impliqués dans l'offensive, mais seule l'armée et la police seront autorisés à entrer dans la ville. Malek Ben Hassan. Préparée depuis des semaines, la bataille de Mossoul s'est enfin engagée en vue de la libération de la seconde ville d'Irak du terrorisme de Daesh, qui en a fait sa capitale depuis 2 ans. 1 million d'habitants sont piégés actuellement dans la ville, otages d'une dizaine de milliers de terroristes. La principale difficulté pour les assaillants réside dans l'engagement militaire et ses conséquences sur un site essentiellement civil, transformé en un vaste champ de mines antipersonnel. Pour l'instant, les troupes irakiennes, leurs supplétifs et alliés sont encore à une quinzaine de kilomètres de la ville, tandis que les banlieues ont été en partie libérées. La coalition occidentale américaine et française est présente par son aviation qui appuie les troupes au sol. Le rapport des forces est très inégal en faveur de l'armée irakienne, qui redoute cependant le bouclier humain auquel ne manqueront pas de recourir les terroristes de Daesh. L'enjeu pour le gouvernement irakien n'est plus à souligner. Il est militaire bien sûr, mais pas seulement. Ses forces propres sont en mesure de l'emporter, d'autant qu'elles sont soutenues par des alliés parfois encombrants. C'est le cas des forces turques qui se sont invitées malgré les protestations de Bagdad. L'enjeu est aussi religieux. Mossoul est en majorité peuplée de sunnites. Les milices chiites qui appuient l'armée nationale ne sont pas les bienvenues, pas plus que les milices iraniennes présentes sur le terrain. De plus, Mossoul est kurde, alors que les Peshmerga du Kurdistan irakien ne sont pas admis à franchir les limites de la ville. L'enjeu est enfin économique, puisque les puits de pétrole parmi les plus importants sont dans la région et ne laissent évidemment aucun acteur insensible. Compte tenu de cette réalité, on peut se demander quel visage aura demain la libération de Mossoul. Mais on n'y est pas encore. Les experts les plus optimistes prévoient une bataille difficile et plutôt longue. Il est question de jours, de semaines et parfois même de mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, pour un nouveau rendez-vous de l'information. D'ici là, portez-vous bien.